Donc nous poursuivons notre étude de l'époque du bronze moyen 2. Nous avions vu la dernière fois donc l'époque du bronze moyen 2A et nous allons voir maintenant l'étude de l'époque du bronze moyen 2B et C. En fait, cette chronologie, elle est le résultat d'un tableau synoptique, si on peut dire, entre donc l'Égypte d'une part, Megiddo d'autre part, qui est toujours, comme nous l'avons vu, le point de référence archéologique, puisque comme c'est un des rares sites du pays d'Israël qui a été occupé pratiquement sans interruption pendant toute la période historique, et puis aussi un site important dans le sud du pays à cette période-là qui s'appelle Tel Bet Mirsim. Tel Bet Mirsim, qui est une grande ville qui a été occupée à l'époque du bronze moyen. Et là, donc, il y a un véritable synchronisme entre, justement, ces différents sites, parce que, finalement, ces deux sites, Megiddo et Tel Bet Mirsim, ont été soumis, pour dire d'une manière très précise, à l'influence égyptienne. Donc, si vous voulez, l'époque du bronze moyen 2A correspond, grosso modo, aux 11e, 12e et 13e dynastie égyptienne, c'est-à-dire l'époque de splendeur du Moyen Empire égyptien. À Megiddo, cela correspond à des structures importantes qui sont les couches 14 et 13. À Tel Bet Mirsim, on trouve aussi donc la couche G et la couche F, qui correspondent grosso modo à cette période, c'est-à-dire la couche G correspond au 19e, 18e siècle, et la couche F à la fin du 18e siècle et au 17e. Ensuite, nous avons l'époque du bronze moyen de B, donc ça correspondrait, si vous voulez, au point de vue datation, à une nouvelle période, 1750-1650. Et là, donc, nous avons deux sous-périodes, on pourrait dire, qui correspondent à la couche 12 et à la couche 11 de Megiddo, et à la couche E1 et E2 de Tel Bet Mirsim. Cette chronologie donc, nous donnerait à peu près ceci, c'est Tel Bet Mirsim qui est la référence, donc 18e siècle pour E1, et 17e siècle pour E2. Et à cette période, donc, en Égypte, nous avons une deuxième période de décadence. Le nouvel empire égyptien entre en décadence parce que finalement, à partir de 1750 environ, l'empire égyptien, avec la 13e dynastie, n'est plus véritablement capable de faire sentir son emprise sur l'empire. Un empire qui, à la 12e dynastie, à l'apogée de l'empire, s'étendait très loin au-delà de la Syrie, au-delà de Gval, et donc pratiquement aux limites du désert, au-delà de Damas, très 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 loin. À partir de cette période, 1750, donc, il y a des troubles intérieurs. Le fait aussi que le peuple, tellement pressé par les corvées, par les impôts, par les charges que le pharaon exige pour pouvoir entreprendre ces grandes constructions, qu'il y a des révoltes. Il y a une révolte. Et là, nous allons avoir un morcellement du pays d'Égypte, notamment le sud, pourrait-on dire, le sud du pays va entrer en dissidence. Nous allons avoir ici plusieurs dynasties qui vont se succéder sur l'Égypte et qui vont avoir, par exemple, la 17e et la 16e dynastie sont en fait contemporaines de la 14e et de la 15e dynastie, qui règnent donc dans les deux centres de l'Empire, qui sont rivales. Et par conséquent, ici, nous avons un empire qui se trouve affaibli, qui se trouve morcelé, ce qui provoque, bien évidemment, toujours dans ces cas-là, une révolte des Asiatiques.
des Asiatiques qui sont donc au-delà du Sinaï, ça veut dire Israël et Syrie, Liban. Et alors là, nous avons aussi un autre phénomène qui se produit, c'est que également en Mésopotamie, à cette période, il y a un affaiblissement des grands empires, c'est-à-dire des empires sémites, ça veut dire de Babylone, d'une part, qui avait réussi finalement à unifier pratiquement toute la Mésopotamie sous son sceptre, y compris donc la région du Haut-Euphrate, c'est-à-dire la région de l'Empire amoréen qui était groupée autour de la ville de Mari, comme on a vu la dernière fois. Et là donc il y a affaiblissement, parce que finalement, après Hammurabi, des rois qui n'ont pas sa statue règnent sur Babylone. Il y a donc des révoltes à l'intérieur de l'Empire que le pouvoir central n'est plus capable de mater. Et en même temps, il y a aussi donc des invasions qui viennent d'une part du nord, qui sont les Kashites, des montagnes de l'Iran, et puis du désert. Du désert aussi, c'est toujours la même chose finalement. Chaque fois que le pays fertile entre en décadence, les habitants du désert en profitent pour pousser leur avantage et essayer de s'installer dans les pays sédentaires. Donc toute cette région du Moyen-Orient connaît cette dernière période intermédiaire, comme on l'appelle, qui est contemporaine aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie. Il y a aussi un autre facteur qui est à prendre en compte sur la scène de l'histoire à cette période, c'est l'Anatolie. L'Anatolie, c'est-à-dire la Turquie actuelle, si vous voulez, où il y avait un certain nombre d'empires, par exemple l'empire de Mitanni. Et là, il va y avoir des envahisseurs qui vont venir justement d'Anatolie et qui vont descendre vers le sud, qui vont descendre notamment vers la Syrie, le Liban et le pays d'Israël. Et nous avons donc ici, à partir de 1750, une dernière tentative de l'Égypte de reprendre le contrôle de l'Asie, de son empire asiatique. En fait, c'est une tentative timide, d'une part, parce que ce qui intéresse uniquement, exclusivement l'Égypte, c'est le contrôle des voies de communication. Ça veut dire la route de la mer, d'une part, et de la route du roi, d'autre part. Finalement, l'Égypte n'a même pas la force de maintenir son contrôle sur ces voies de communication. Et après 1750, on peut dire que l'Égypte est totalement balayée de son empire asiatique et se replie donc sur l'Égypte proprement dite, c'est-à-dire la région du Delta et puis ensuite la Haute-Égypte. Cette période donc, alors il y a justement un décalage, vous voyez, aussi entre les époques archéologiques, ça c'est toujours le problème. Si vous voulez, une nouvelle période archéologique ne commence pas tout à fait à la même date, si j'ose dire, selon les endroits. Et là, donc, par exemple, l'époque du bronze moyen 2B commence en Syrie et Israël beaucoup plus tôt qu'en Égypte proprement dite. Là, donc venu d'Anatolie, du désert, et puis finalement mêlé aux populations autochtones, ce qui d'ailleurs apporte aussi un nouvel élément ethnique à déjà la mosaïque ethnique qu'est toute cette région, hein. Nous allons avoir ici l'apparition d'une nouvelle culture. Une nouvelle culture qui, à l'époque suivante, c'est-à-dire à l'époque du bronze moyen, enfin oui, c'est ça, à partir du XVIe siècle, disons, XVIIe, va aussi pénétrer en Égypte. Car ces envahisseurs qui viennent du nord, qui viennent d'Anatolie, après avoir soumis justement la Syrie, le Liban et Israël, vont profiter justement de cette décadence de l'Égypte pour pénétrer à l'intérieur du pays d'Égypte lui-même. Et là, ces étrangers, ces dominateurs étrangers, comme vont les appeler les Égyptiens, ce qui dans leur langue se dit Hyksos, hein, vont s'emparer de l'Égypte et vont reconstituer, mais si j'ose dire, à l'envers, l'empire égyptien des siècles précédents. C'est-à-dire que l'Asie depuis la Syrie jusqu'à l'Égypte, Haute et Basse Égypte, hein, va être unifiée sous un règne qui sera donc celui d'Asiatique.
de gens qui ne sont pas égyptiens. Et pour les Égyptiens de souche, c'est une formidable humiliation. Mais ces derniers n'ont pas la possibilité de s'opposer à ces envahisseurs pour deux raisons. La première, c'est, comme nous l'avons dit, parce que justement ils ne sont pas unis, ils n'ont pas la force, pourrait-on dire, morale, spirituelle de s'opposer à ces envahisseurs. Et enfin, deuxièmement, parce que ces envahisseurs aussi ont des techniques militaires nouvelles et révolutionnaires pour l'époque. Ça aussi, c'est une chose que nous allons voir. Par conséquent, d'ici, Israël, qui était sous l'influence égyptienne tout au long du Bronze Moyen, déjà du Bronze Moyen I, va continuer à être sous domination, enfin, faut-il dire égyptienne, on ne sait plus finalement là, qui domine qui. Hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est de noter que ces Asiatiques, qui ne sont donc pas de souche égyptienne du tout, vont faire un gros effort en tout cas pour s'égyptianiser. Ils vont prendre les titres de pharaon, ils vont prendre des noms qui ressemblent aux noms égyptiens, ils vont parler la langue égyptienne, même si c'est très intéressant, on trouve des noms de ces pharaons qui sont tout à fait étonnants. Par exemple, on trouve un certain pharaon qui s'appelle Yaakov Ar. Yaakov, c'est le nom de Jacob. Justement, nous allons voir tout à l'heure ce qu'il faut penser de ce type de nom que l'on trouve. Bon, vous savez que les Égyptiens avaient aussi, les pharaons en tout cas, et les hauts fonctionnaires du royaume, avaient pour coutume d'employer ce qu'on appelait des scarabées. Les scarabées, c'était des pierres taillées de différentes dimensions. Nous en avons acheté une reproduction pour la caravane biblique, par exemple, et vous en verrez demain à l'exposition de Ramsès II, même si bien entendu Ramsès II c'est beaucoup plus tard. Mais déjà, à l'époque du Moyen Empire, on employait ce type de technique. Le pharaon, donc, faisait graver sur une pierre qui avait la forme d'un scarabée, puisque le scarabée était l'image du dieu Trout, qui était un des patrons de la monarchie aussi, n'est-ce pas ? Donc il faisait graver son cartouche. Son cartouche, c'est-à-dire une espèce de rectangle dans lequel il y avait le nom du pharaon. Et ça lui servait de sceau. Hein. Il trempait ça dans l'encre, et puis quand il avait un document officiel à signer, eh bien, il a posé son cartouche sur le document en question. Bon, les princes Rixos vont employer aussi cette technique, mais là, ce qui est très intéressant, les égyptologues ont découvert que, en fait, on avait affaire à une écriture pseudo-hiéroglyphique. Il y a des espèces de hiéroglyphes sur les scarabées des pharaons, mais ça ne veut rien dire du tout. Apparemment, les Rixos étaient incapables de lire l'égyptien hiéroglyphique. Hein. Bon, les Rixos sont néanmoins des gens qui vont dominer l'Égypte, alors d'une manière qui sera plus ou moins, comment dirais-je, plus ou moins centralisée, quoi. C'est-à-dire que il y a eu des révoltes pendant toute cette période. Donc ici, il y a une longue période qui s'étend donc de 1750 à 1550 environ, où l'Égypte va être sous la domination de ces Rixos. Et là, bien sûr, il va y avoir des fortunes diverses. Ça veut dire qu'il y aura des pharaons qui ne laisseront pas d'ailleurs un grand souvenir, parce qu'ils ne sont pas des gens qui vont avoir des activités très nombreuses. Et notamment, ils sont plus ou moins toujours en guerre avec leurs sujets qui n'acceptent pas cette domination des étrangers. Et par conséquent, il y a des révoltes constantes qu'il faut mater. Parfois, dans certains moments, il y aura la Haute-Égypte qui entrera aussi en dissidence. Bref, c'est une période quand même assez anarchique, disons, dans l'ensemble, que cette période Rixos. Cette période Rixos, on distingue trois sous-ensembles qui correspondent justement à toute cette époque justement de Amégiddo et Beth Mirsim, on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, on distingue les Rixos anciens, donc c'est la couche 12 de Megiddo, et la couche E1 de Beth Mirsim.
Et là, donc, c'est bon, nous avons vu 18e, 17e siècle, même si à cette époque-là, les Hyksos n'étaient pas encore en Égypte. Les Hyksos moyens, alors couche 11 de Megiddo et E2 de Beth Mirsib, donc 17e siècle. Et puis les Hyksos récents, c'est-à-dire ça correspondra grosso modo à l'époque du bronze moyen 2C, n'est-ce pas, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, donc 1650 à 1750, couche 10 de Megiddo et couche D de Beth Mirsib. Maintenant, ce qui est intéressant avec ces Hyksos, c'est de constater que ces gens-là étaient donc des Asiatiques. Et déjà, l'historien juif Flavius Joseph avait émis l'hypothèse que c'était sous la domination des Hyksos que la famille de Jacob était venue s'installer en Égypte. C'était sous un pharaon Hyksos que Joseph était devenu vizir, premier ministre. On imagine mal, en effet, que des pharaons égyptiens aient accepté de donner cette magistrature suprême qui était le titre de grand vizir, en quelque sorte, à quelqu'un qui était un asiatique, et en particulier un esclave. Ça s'explique beaucoup plus facilement si l'on admet que le pharaon de l'époque était lui-même un asiatique. Ça expliquerait aussi le fait que les Israélites ont pu venir s'installer en masse dans le pays d'Égypte, et notamment dans la région du Delta, le fameux pays de Goshen biblique, ce d'autant justement que cette arrivée en masse d'Asiatiques dans cette région n'est pas un phénomène isolé. Les Israélites, sous la conduite de Jacob, n'étaient finalement que 70 personnes, c'est-à-dire finalement un tout petit clan, une petite tribu. Et là, c'est pendant les siècles suivants qu'ils vont se multiplier très fort, mais dans le même temps arrivent aussi dans le pays d'Égypte d'autres Asiatiques, et notamment justement aussi des gens qui viennent des déserts, et notamment beaucoup de ces Asiatiques viennent travailler de gré ou de force, on ne saurait trop le dire, dans les mines de turquoise du Sinaï, dans les mines d'or, de métaux divers qu'on trouve aussi dans toute cette région. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi de constater que dans ces mines de turquoise, notamment, n'est-ce pas, on a trouvé des inscriptions qui ont été laissées par ces populations d'origine asiatique ou cananéenne, si vous préférez, parce que finalement tout ça c'est la même chose. Et là, on trouve les premières traces de ce que l'on appellera l'écriture proto-alphabétique. L'écriture hiéroglyphique, évidemment, n'a strictement rien à voir avec l'alphabet. Et là, bon, on a des espèces de pictogrammes qui ressemblent à des hiéroglyphes, mais qui ne sont pas des hiéroglyphes. On a commencé à se rendre compte que l'on pouvait décomposer le langage humain en un certain nombre de sons fondamentaux, et que ces sons fondamentaux pouvaient être symbolisés par un seul signe, et non plus donc des syllabes entières ou des mots entiers, comme c'était le cas pour les écritures que l'on employait à cette époque-là, aussi bien l'égyptien que l'akkadien, que le cunéiforme. Et là, nous avons, à partir de cette période-là, le commencement de l'évolution de l'écriture qui conduira à l'alphabet, qui d'ailleurs n'est pas une évolution du hiéroglyphique. On n'est pas passé du hiéroglyphique à l'alphabétique. C'est un système tout à fait différent. C'est une langue totalement différente. La seule ressemblance qu'il y a entre les deux systèmes d'écriture, c'est que dans un premier temps, en tout cas, on emploie des signes alphabétiques qui sont des pictogrammes, qui reprennent en gros, si vous voulez, les hiéroglyphes égyptiens. Beaucoup plus frustres, parce que ces gens-là ont une population et une civilisation qui, vraisemblablement, est beaucoup moins évoluée que celle des Égyptiens. Et notamment, on a réussi à déchiffrer Sir Flinders Petrie, donc déjà à la fin du XIXe siècle, avait pu lire la première inscription qu'on avait lue donc, dans ces mines de turquoise, le mot de Baalat, qui était donc le nom d'une déesse phénicienne, une déesse qui était la Baalat de Tyr, Baal,
Baala, c'était le féminin de Baal, hein. C'était donc la parèdre de Baal qui était désignée sous ce texte, et que l'on appelait notamment justement la dame de Gval. C'était la grande déesse de Gval en particulier, cité qui avait toujours depuis l'époque du Bronze Ancien eu des relations très étroites avec l'Égypte. Par conséquent, ici, nous avons affaire à des gens qui ne sont pas encore des Israélites, bien sûr, mais qui sont des gens qui en sont proches. On se rend compte qu'ils ont une langue qui est proche de l'hébreu, qui est proche de l'hébreu du cananéen. Finalement, le cananéen et l'hébreu, c'est la même langue. Donc, ce sont des gens qui ont une affinité ethnique, linguistique et aussi, bien sûr, géographique avec les ancêtres du peuple d'Israël. Et alors, lorsque, en 1550, les Égyptiens vont se révolter contre les Hyksos et les expulser, ce qui prendra d'ailleurs beaucoup de temps. C'est pourquoi on ne peut pas non plus donner une date précise à l'expulsion des Hyksos, parce que ça a pris des dizaines d'années. Mais lorsque commencera donc le Nouvel Empire, ce Nouvel Empire qui est finalement l'objet de l'exposition que vous allez voir demain, apparaîtra sur le trône de l'Égypte un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, comme le dit la Bible, et tous les Asiatiques, quels qu'ils soient, israélites compris, qui entre-temps se sont considérablement multipliés, nous est-il dit, qui était l'élément dominant, qui était l'élément qui régnait sur l'Égypte à cette période-là, se retrouvent réduits en esclavage. Alors une partie sont expulsés avec les Hyksos, c'est l'expulsion des Hyksos, et puis ceux qui ne sont pas expulsés, parmi lesquels les Israélites, sont réduits en esclavage. Quand cela a-t-il eu lieu? Alors ça, évidemment, c'est tout le problème. Sous quel pharaon cela a-t-il eu lieu? Là, c'est un problème historique extrêmement complexe. Et on peut penser que vraisemblablement, c'est à peu près à l'époque, justement, des grands pharaons de la 19e dynastie. C'est avec la 19e dynastie, vraisemblablement, qu'a eu lieu ce phénomène, mais qui est à replacer, semble-t-il, justement, dans ce cadre de l'expulsion des Hyksos. Maintenant, d'autres historiens de la Bible ont contesté aussi ce fait. Et certains pensent que finalement la descente des Israélites dans le pays d'Égypte s'est faite à la fin de l'époque des Hyksos, peu avant justement l'expulsion des Hyksos, et que le pharaon qui avait accueilli Joseph était un pharaon de la 18e dynastie, et que c'est à l'avènement, le pharaon qui n'avait pas connu Joseph était donc un des premiers pharaons de la 19e dynastie. Ça c'est des problèmes sur lesquels il est difficile de se prononcer d'une manière péremptoire, parce que le donné biblique est trop succinct, puisque la Bible ne nous cite même pas le nom du pharaon, ni du pharaon de l'oppression, ni du pharaon de l'Exode, finalement. Alors là, on a des données qui sont très, 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 très succinctes pour pouvoir trancher d'une manière précise. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est à peu près la période, justement, qui nous intéresse, qui est celle à laquelle la Bible fait allusion. Alors, ceci étant dit, les Hyksos aussi sont des gens qui introduisent alors une véritable révolution culturelle au Moyen-Orient, tout entier, y compris donc dans le pays d'Égypte. Une révolution culturelle, d'abord parce que, même si le cheval est déjà connu, il n'est pas encore utilisé à grande échelle. Et un des apports des Hyksos, c'est justement le cheval, et notamment le char de combat, le char attelé. Dans l'Antiquité, jusqu'à peu près à l'époque assyrienne, le cheval, il n'y avait pas dans les armées de l'Antiquité de cavalerie montée. Le cheval était toujours attelé. Le cheval était toujours un animal qui tractait donc un char, qui était une plateforme beaucoup plus stable que le dos du cheval, pour mettre en œuvre les différents systèmes d'armes qui étaient donc combinés avec le cheval. Ce n'est que les Assyriens qui seront les premiers à employer donc des chevaux montés dans des unités de combat. Puis ensuite, évidemment, l'usage du char attelé sera pratiquement abandonné au profit de la cavalerie montée. Donc ça, c'est la grande révolution qui amène une supériorité militaire extrêmement
forte et décisive des armées Hyksos sur leurs adversaires. Mais les Hyksos ne sont pas simplement des gens qui ont cette technique militaire, ils en ont d'autres aussi. Et avec les Hyksos, on voit apparaître une nouvelle architecture militaire. Bon, d'abord, c'est aussi une période où, dans le pays d'Israël notamment, des villes nouvelles se créent. On reconstruit des grandes villes sur des tels anciens, et on construit des villes nouvelles là où il n'y avait jamais rien eu. Et maintenant, ce qui est remarquable, c'est de constater que partout où ils s'installent, les Hyksos construisent de très grandes villes. Ça veut dire qu'il y a une explosion démographique à cette période-là importante. S'agit-il d'une démographie naturelle, parce que soudain les conditions de vie deviennent favorables, la mortalité diminue et la natalité augmente? C'est possible. Mais plus vraisemblablement, c'est parce qu'il y a apport d'éléments étrangers. Donc immigration de gens qui viennent s'installer dans toutes ces régions. Maintenant, si vous voulez, à l'époque Hyksos, déjà, à l'époque donc du bronze moyen 2B, il y a déjà ce phénomène que nous avons étudié quand nous avons parlé justement de la question des tels, c'est-à-dire qu'au bout d'un temps, quand nous avons ici une colline naturelle, et sur laquelle on va construire des villes, vous vous souvenez de ce phénomène, on construit une première ville qui est détruite, on reconstruit au-dessus, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on a vu ça là aussi. C'est qu'au fur et à mesure, si vous voulez, la surface habitable se restreint. Or, justement, quand on arrive ici à l'époque Hyksos, il y a déjà, par exemple ici à Megiddo, par exemple, on est à la couche 12 déjà. Donc il y a 12 villes déjà qui sont empilées les unes sur les autres. Ça veut dire que l'espace habitable s'est considérablement restreint. Or, justement, devant les Hyksos, il y a un problème énorme qui se pose, c'est parce que ces gens-là donc, sont très nombreux. Donc, que va-t-il se passer? Justement, là, un phénomène qui a intrigué les archéologues au début de l'étude, justement, de la civilisation Hyksos, c'est qu'ils ont découvert que dans la plupart des villes qui ont été réoccupées par les Hyksos à l'époque du bronze moyen 2B, les Hyksos occupaient le tel, si on fait comme ça, ici un tel, et puis là, il y avait une autre structure qui avait d'à peu près cette forme-là. Et là, vous aviez des habitations, des restes d'habitations. Les premiers archéologues qui ont découvert ce type de structure, on trouve ça par exemple à Megiddo, Hatzor surtout, Hatzor on aura l'occasion de revenir dans un instant, ont appelé ça un camp, comme un camp scout. Alors justement, la première idée, c'était justement que dans la mesure où les Hyksos avaient des unités de cavalerie et de chars, eh bien, il fallait qu'ils aient un endroit, le tel n'était pas suffisant, pour abriter les hommes et les chevaux. Par conséquent, on a construit à côté de la ville, en bas de la ville, une espèce de structure qui était ici d'ailleurs protégée par un mur tout à fait particulier qui était un glacis, qui n'était pas un véritable mur mais qui était un glacis. Et donc ça c'était l'endroit où on mettait les chevaux, où on parquait les chevaux. Bon, ça c'était la théorie jusque dans les années 60, oui un peu dans les années 50 disons. Et le professeur Yadin, qui était donc un militaire de carrière, était donc chef d'état-major de l'armée d'Israël, et s'est un petit peu étonné. Il n'était pas tout à fait convaincu par cette affaire. D'autant que justement les fortifications Hyksos, notamment celle-ci, mais même celle qui abritait les tels, étaient d'une nature tout à fait particulière et tout à fait nouvelle.
Ça veut dire que, par exemple, si on prend le cas... si on prend le cas d'un tel, par exemple, comme ça. Eh bien, on trouvait ici, justement, des glacis, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y avait ici ces glacis étaient constitués de quoi? Eh bien, justement, on va voir ça, c'est quelque chose d'unique dans toute l'histoire militaire du Moyen-Orient. Ça veut dire que là, on avait, par exemple, oui, on avait deux choses. Première chose, si vous voulez, une muraille classique. Et puis là, justement, on avait une levée de terre de chaque côté. Grosso modo, une levée de terre, un glacis. Alors, pourquoi? Pourquoi, justement, dans tous les sites Rixos, quand on a ce type de fortification, on est sûr qu'on est dans une structure de l'époque des Rixos. Pourquoi, justement, seulement à cette période-là? Alors, justement, réponse des archéologues de la vieille école, si j'ose dire, à cause des chevaux et des chars. Pour empêcher que... Alors, pour empêcher quoi? C'est là que, justement, le professeur Yadin a un peu tiqué, il dit, mais... Bon, pas très bien. Des unités de cavalerie ne vont pas attaquer une ville fortifiée comme ça dans un assaut frontal. Bon, ça empêcherait bien sûr les chevaux de monter, enfin les chars de monter, mais de toute façon, il n'est pas question de faire monter des chevaux à l'attaque d'une muraille comme ça. Donc, non, ça tient pas. Alors, il y a finalement trois types de fortifications de type glacis, de fortification Rixos. Premier type, alors, avons ici une muraille. Une muraille classique. Et là, nous avons donc ici un remblai de terre. Un premier remblai de terre comme ça. Voilà. Plus ensuite, ici, on a une couche de pierre. À nouveau, une levée de terre. Comme ça. Voilà. Et puis, à nouveau, on peut avoir aussi ici voilà, des pierres. Comme ça. Et puis, on a la partie supérieure de notre muraille qui émerge. Bon. Deuxième type de glacis. Ça va, je peux effacer? Alors, c'est un petit peu différent. Finalement, le principe est le même, vous allez voir. C'est deux murailles parallèles. Et ici, vous avez donc ici un remblai de terre. Comme ça. Voilà. Plus ici, un autre remblai de terre. Et ensuite, à nouveau, ici, des pierres. Et puis, éventuellement, encore, bon, ça peut continuer comme ça. Et alors, ça vous recouvre entièrement, si vous voulez, vos deux murailles là. Et au-dessus de cet ensemble, qui peut alors évidemment avoir à la base une épaisseur extraordinaire, hein, vous avez une autre muraille classique cette fois-ci. Hein. Et puis enfin, troisième manière de faire, si vous voulez, ça reprend voilà.
vous avez ici une muraille, vos levées de terre, là, comme on a vu tout à l'heure, avec des pierres, etc. Voilà. Tout ça, c'est de la caillasse et puis de la terre. Et au-dessus, vous avez une deuxième muraille. Voilà. Donc une muraille enterrée, une muraille qui émerge. Bon. Alors, ça, c'est à peu près les trois types de type glacis, de murailles de type glacis qu'on trouve à cette période-là. Alors maintenant, le problème n'est toujours pas résolu. À quoi ça sert? À quoi ça sert? D'autant que, il y a un autre phénomène aussi qu'on constate, c'est que, à côté de cette muraille, vous avez en général un fossé dont on a d'ailleurs pris la terre, qu'on en a mise là. Un fossé qui n'est pas rempli d'eau, on n'est pas au Moyen-Âge ici, hein, mais un fossé justement qui rend difficile l'accès au pied de la structure. Comment? C'est la technique des castrats romains. Oui, ça ressemble. Bon, alors, pourquoi? Les chevaux. Pour empêcher les chevaux. C'est pas convaincant. Par contre, il y a deux autres éléments à prendre en compte, nous dit le professeur Yadi. Le premier, c'est que comme nous l'avons vu tout à l'heure, à partir de cette période-là, la surface habitable des tels se restreint. Pourquoi? Parce qu'on a donc les villes qui se... Bon. Alors, imaginons par exemple qu'on a ici une muraille. Bon. On a une pente qui est assez raide ici, qui devient de plus en plus raide au fur et à mesure que le tel augmente. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un veut prendre la ville, quelle est la technique qui va être employée pour faire s'écouler la muraille? Vous faites une sape. Et vous faites une sape d'autant plus facilement. Vous faites une sape ici sous la muraille, d'autant plus facilement que vous avez une pente qui est plus raide. Cette sape, vous l'étayez bien entendu avec des madriers. Quand elle est terminée, vous mettez le feu au madrier, et le poids de la muraille qui est au-dessus fait s'écouler tout l'ensemble. Et la muraille s'écoule avec. Bon. Alors justement, si vous ajoutez, si à la place de ça, vous mettez justement cette structure en terre pisée dont on a dit tout à l'heure, si vous mettez ici des remblais, hein, vous coupez votre telle, par exemple, plutôt que de construire votre muraille là, vous faites comme ça. Vous coupez ici le tel par un système, voilà, un système de glacis, et vous faites votre muraille ici. Venez ici essayer de faire une sape là-dedans, surtout que là, vous avez une pente douce, donc automatiquement, les défenseurs qui sont là-dessous vont vous faciliter le travail en vous bombardant de toutes sortes de projectiles, justement, pour vous refroidir. Donc ici, ça complique la tâche de la sape. Maintenant, il y a un autre élément aussi tout à fait intéressant qu'on constate à cette période-là. Déjà, dans les lettres de Marie de la fin de la période, un des généraux déclare au roi que telle ville qu'il a été envoyé assiéger a été prise grâce alors au Tassoubou, pardon. On n'a pas réussi à savoir ce que ça veut dire ce mot. Le professeur Parot, quand il a déchiffré ces lettres, n'a pas compris à quoi il était fait allusion. Maintenant, à la même époque, donc ici, par exemple dans les tombes, la tombe d'un pharaon Krixos qui s'appelle le pharaon Kékis même. On a trouvé donc ici un bas-relief, vous savez, il y avait des bas-reliefs qui représentaient toutes sortes de choses, et notamment un bas-relief qui représentait une scène de guerre. Je peux effacer le nom de Kékis? Oui.
Et là, justement, qui représente le siège d'une ville fortifiée ou d'une forteresse, on ne sait pas exactement. Voilà comment, en gros, ça se présente. Alors, attendez voir, oui. Beaucoup. Des créneaux comme ça. Ah, voilà. Et là, vous voyez des guerriers en armes qui sont en train de combattre. Hein, et de bombarder. Il y en a un qui est en train de. Donc on voit qu'il est touché à mort, qui est en train de tomber. Et vous avez ici une espèce de structure à peu près comme ça, avec des guerriers là, des guerriers ennemis qui sont à l'intérieur, et de cette structure, une espèce de. Voilà, à peu près. Et les guerriers qui sont à l'intérieur sont en train de manœuvrer cette longue perche. Hein. Et manifestement, les défenseurs sont concentrés là pour essayer justement de bombarder cette structure. Comment ? C'est ce qu'on appellera la tortue chez les Romains. Oui, ou même le bélier de siège. Oui, mais c'est Le bélier de siège. l'endroit où s'abrite. Or, justement, on croyait jusqu'alors que le bélier de siège n'apparaissait dans l'art militaire du Proche-Orient qu'à l'époque assyrienne. Les bas-reliefs assyriens ont des représentations nombreuses de béliers de siège. En fait, nous dit Gadine, ici, il faut voir déjà, ça, les égyptologues ne s'étaient pas rendus compte, n'avaient pas fait attention à ce bas-relief-là. En fait, ici, nous dit Gadine, nous avons affaire ici au bélier de siège. Ce qui est le plus intéressant, c'est que sur le plan de la ville, ici, qui est représenté, on voit des espèces de glacis. Vous voyez ici, donc, les deux pentes dont on a parlé tout à l'heure, et puis la muraille proprement dite ici en haut. Et par conséquent, ici, on est en pleine époque Hyksos, qui est un des pharaons de la 17e dynastie, je dis bien. Et par conséquent, ici, on est exactement dans une structure de l'art militaire qui était celui justement de l'époque. Donc ici, les Hyksos non seulement introduisent le char de combat, mais ils introduisent aussi donc le bélier de siège et le moyen de se défendre contre le bélier de siège et les sapes par l'intermédiaire justement de ce que l'on appelait des camps et des glacis. Bon. Maintenant, il y a encore un autre point tout à fait intéressant, c'est que on revient justement à cette question des camps dont nous avions parlé tout à l'heure. Nous avons vu que beaucoup des villes, notamment de Syrie et d'Israël, sont des villes qui sont reconstruites sur l'autel, mais également qui sont sur lesquelles il y a des espèces de camps. Par exemple, il y a un des cas les plus intéressants de ce domaine, c'est le cas de Hatzor. Hatzor, pour le Galilée, qui se présente à peu près comme ça visuellement, c'est-à-dire que vous avez à peu près grosso modo le tel. Et vous avez ici, alors, un énorme camp, à peu près qui va comme ça. Par exemple, ici, vous avez une levée de terre dans cet endroit-là qui est absolument énorme. La route moderne passe à peu près comme ça. Hein. Et on longe justement ici cette énorme structure, cette énorme levée de terre jusqu'à aujourd'hui, qui fait ici, je ne sais pas, qui fait 40 mètres, 40 à 50 mètres d'épaisseur à la base. Hein. Bon, là, elle est un petit peu moindre. Mais elle est quand même très impressionnante. Et là, nous avons ici une levée de terre de type, justement, glacis, ainsi que nous avons vu tout à l'heure. Quant au tel proprement dit, lui aussi, il est fortifié de la même manière par une muraille de type glacis. Bon. Dans les années 60, le professeur Gadine a fait des fouilles ici justement pour s'assurer qu'on avait bien affaire à un endroit où étaient stationnés des chevaux et des chars. En fait, il a découvert il a fait des fouilles à peu près en 3 endroits différents, et en fait de trouver des étables pour des chevaux, il a trouvé tout simplement des habitations, y compris des temples. Ça veut dire que tout cet ensemble-là, en fait, était habité. Nous avons vu tout à l'heure que l'époque Hyksos était une période d'expansion démographique extrêmement importante, et par conséquent, les tels eux-mêmes ont été insuffisants pour abriter toute la population urbaine qui se pressait dans ces villes gigantesques pour l'époque, n'est-ce pas ?
C'était d'autant plus intéressant que jusqu'alors la population du pays d'Israël avait été plutôt une population rurale, et là il y a une vague d'urbanisation extrêmement importante à la fin justement de l'époque du Bronze Moyen. L'époque Hyksos est justement une période de très grande urbanisation. Par conséquent, finalement, ce qui a été nécessaire, c'est de sortir des murailles et de construire donc des villes qu'on appelait en hébreu, qu'on appelle Mishneh, ça veut dire la deuxième partie de la ville basse, et le tel ne servant que d'acropole, ça veut dire d'ultime forteresse où se réfugiaient les derniers défenseurs si la ville était prise. Mais pour prendre une structure de ce type-là, vous vous rendez compte, avec des murailles pareilles, vous comprenez bien qu'il fallait se lever de bonne heure de toute manière. Et Yadin a calculé que à l'époque de son apogée, donc cette période du bronze moyen 2B et 2C, Hatzor, par exemple, devait avoir une population qui oscillait entre 30 000 et 40 000 habitants. C'est invraisemblable. C'est l'époque où il y a eu les plus grandes villes du Moyen-Orient ont été à cette période-là de l'Antiquité. Même à l'époque romaine, c'était extrêmement rare d'avoir des villes de cette importance-là, dans cette région en tout cas. Bon, Jérusalem ensuite avait pris une expansion beaucoup plus importante, bien sûr, telle que les grandes villes aussi, mais en tout cas, pour l'époque, c'était considérable. Maintenant, faut-il nous en étonner? Non, parce que justement, nous lisons ceci, qu'un peu plus tard, quand Josué arrive, le livre de Josué nous dit ceci, que Hatzor, sur lequel régnait un certain roi qui se nommait Yavin, roi de Hatzor, était à cette période-là la tête de tous ces royaumes, la capitale de tous ces royaumes. Nous avons vu que les lettres de Marie, en particulier, évoquent un commerce régulier avec Hatzor. Hatzor qui fournissait notamment justement des chevaux, y compris justement des chameaux. Hatzor était donc une des grandes cités commerciales. Ensuite, les villes phéniciennes aussi, de Sidon, etc. Donc au carrefour, ici un carrefour de route extrêmement important, donc c'était une grande cité commerciale. Josué va la prendre. Bon, on a retrouvé les traces aussi, ça on aura l'occasion d'y revenir. Et un homme comme Finkelstein, quand il dit il a fallu un miracle, les Israélites n'ont pas pu prendre. Il nie le récit biblique parce qu'il dit il aurait fallu un miracle pour que cette ville soit prise. Justement, quand on lit la Bible, c'est justement ce qui nous est dit. Il y a eu un miracle, la bataille des eaux de Méron, où des pierres sont dégringolées sur du ciel directement sur la tête des ennemis qui s'opposaient à Josué, et donc Josué a pu s'emparer de la place. Bon. Après la prise de Hatzor par Josué, il ne semble pas que les Israélites se soient installés à la place, tant et si bien qu'au bout de quelques dizaines d'années, les Cananéens sont revenus, y compris le fameux Yavin lui-même. Il a fallu une deuxième bataille qui nous est décrite dans le livre des Juges, à l'époque de Déborah, n'est-ce pas, pour que Hatzor tombe une seconde fois, cette fois-ci définitivement. Et là aussi, on trouve des traces d'incendie, de destruction. On aura l'occasion d'y revenir quand on parlera justement de l'époque suivante. Bon, alors voilà donc ici un autre élément extrêmement important et qui nous explique pourquoi justement les Cananéens, les Hyksos ont construit ces structures extrêmement complexes. Maintenant, il y a aussi un élément nouveau qui apparaît à l'époque Hyksos sur le plan de l'architecture des villes, ce sont les portes des villes. Jusqu'alors, les portes des villes sont... Bon, la porte, évidemment, dans un ouvrage militaire, quel qu'il soit, c'est toujours un point faible. Et pour cette raison, c'est toujours un endroit qui est plus fortifié que tous les autres. Alors déjà, si vous voulez, on a, par exemple, à l'époque précédente, le bronze moyen 2A, on a à Megiddo une porte de l'époque qui est à peu près comme ça. Je vais faire prendre ici, exactement. Est-ce que j'ai mis la porte de Megiddo? La porte de Megiddo. Voilà, si. Donc, c'est-à-dire que c'est une tour, si vous voulez, une grosse tour. Là, on accède par un escalier. Et vous avez un coude ici, avec l'entrée par ici. Là, vous avez donc ici la muraille des deux côtés. Bon.
Le but de ce coude est évidemment très facile à comprendre. C'est que, bon, d'abord, l'ennemi ici doit monter les marches, donc automatiquement, les défenseurs qui sont là ont la position dominante, donc ils peuvent contrôler la progression de ceux qui entrent à l'intérieur. Et puis ensuite, évidemment, si jamais il y avait un problème, si l'ennemi réussissait à grimper, bon, là, on peut le coincer beaucoup plus facilement que s'il avait, évidemment, s'il arrivait directement au droit. Hein. D'autant que, justement, ici, il y a des structures qui permettent de poster ici en hauteur. Alors, hein, imaginez, donc ça remonte là, on a un chemin de ronde des deux côtés, où vous avez des défenseurs qui sont capables de balancer sur la tête de ceux qui sont en bas des projectiles divers pour les empêcher justement de poursuivre leur progression, et en dernier ressort, on peut les bloquer là aussi. Hein. Bon, alors ça, si vous voulez, on a des structures de ce type-là à peu près partout. Ça, c'est un Megiddo d'époque précédente. Mais vous avez, par exemple, à Sichem aussi une autre porte, d'ailleurs, dont il semble être question aussi dans la Bible, dans la fameuse histoire de, comment ça s'appelle, d'Avimelech, vous savez, les dernières des mêlées d'Avimelech. C'est-à-dire que vous avez une porte qui fait aussi un coup comme ça. Alors, attendez, que je réfléchisse. Oui, c'est ça. Vous avez donc la porte comme la muraille. Vous avez ici la structure de la porte proprement dite. Alors, même chose, vous avez ici un coude. Et puis vous avez aussi une muraille parallèle comme ça. Voilà, qui rejoint. Alors, là, vous avez d'une part des bonshommes qui sont dessus. Et puis surtout, quand quelqu'un veut rentrer dans la ville, il est obligé de faire ça. Donc pendant tout un temps, de longer ici un mur qui est parallèle avec ici aussi. Bien sûr, vous avez des deux côtés des défenseurs. Hein. Ici, vous avez aussi, bien sûr, la muraille qui repasse au-dessus. Et on rentre comme ça. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, c'est de l'autre côté que je me suis trompé. Non, c'est de l'autre côté. C'est comme ça. Et on arrive comme ça. Et vous présentez donc, si vous voulez, aux défenseurs qui sont sur la muraille, le côté du corps qui n'est pas défendu par le bouclier. Vous tenez le bouclier du côté gauche, de telle manière qu'on peut vous suivre pendant toute la progression, et vous êtes vulnérable. Alors évidemment, ça c'est un système qui est très ingénieux, il n'y a qu'un seul problème. C'est qu'à partir du moment où justement on a des chars de combat, ce qui est le cas des Hyksos, jusque maintenant on n'a pas de chars de combat, donc ça ne pose aucun problème. Ce sont des unités d'infanterie qui pénètrent comme ça, à l'intérieur de la ville. À partir du moment où on a le char de combat, vous comprenez bien que le char de combat ne peut pas faire un angle de 90 degrés comme ça. Hein, ne peut pas se permettre de faire des angles de 90 degrés. Donc cette porte-là est absolument impraticable pour les chars. Pour les chars, on est obligé d'avoir des portes qui donnent accès à la ville au droit. Ça, c'est évident. Alors qu'est-ce qu'on va faire justement pour empêcher que, à cause du char, la porte soit vulnérable? Eh bien justement, on a des techniques extrêmement ingénieuses. D'abord, il y a aussi un élément qui est à prendre en compte, c'est que la muraille Hyksos, dans sa partie supérieure, alors la structure qui repose sur le glacis, a des casemates comme ça. Le casemate, l'intérêt, c'est que si vous arrivez par exemple ici à mettre un bélier de siège, qu'est-ce qui se passe? Les défenseurs peuvent croiser les feux. Et ça, c'est en tactique militaire, une défense d'une forteresse veut toujours que les feux soient croisés. Une défense d'une tranchée aussi. Hein. Même chose si vous voulez, si vous arrivez même comme ça, bon, là en principe c'est un balcon. En dessous, donc on a des espèces d'ouvertures là-dedans, on peut balancer des choses sur les ennemis qui sont en dessous. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait justement quand on arrive à la porte? Eh bien, la porte, voilà comment elle se présente. On a une porte, ça c'est la porte de Hatzor. Attendez, je vais vérifier si c'est bien ça. Il me semble. C'est la porte de Hatzor, justement, de l'époque Hyksos dont on a parlé tout à l'heure. La porte Hyksos, elle se présente comme ça.
vu de haut, tout ça, hein, ça c'est en haut. Alors, vous voyez ici d'abord que c'est un énorme complexe, et ici, là, je repars à ce niveau-là. C'est un énorme complexe. D'abord, ça correspond aussi à ce que la Bible nous dit des portes. La porte d'une ville était un ensemble architectural où il y avait donc des garnisons de soldats qui étaient là pour protéger la ville, mais aussi où siégeaient les anciens. C'était une sorte, c'était un peu la mairie, l'hôtel de ville de l'époque, si le tribunal aussi, c'est là que se tenaient les procès. Vous vous souvenez que, par exemple, Lot était assis aux portes de Sodome. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des chambres ici, par exemple, dans des espèces d'annexes. Mais la partie la plus intéressante, évidemment, c'est la porte proprement dite. On voit très bien que là, maintenant, ici, on a un accès vraiment au droit. Hein. On arrive de l'extérieur, comme ça, à l'intérieur directement. Bon, là, en principe, là, je ne l'ai pas fait tout à fait bien. Je devrais avoir ici le même écartement, bien sûr, ici que là. La même chose aussi là. Et comme je ne suis pas très doué en dessin, voilà. Or, Gadine a calculé qu'entre il y a trois étranglements. Hein, 3 étranglements. Bon. La largeur entre les 2 étranglements sont exactement, presque au centimètre près, la largeur d'un char. Hein. Alors vous avez ici des battants en bois, hein, qui s'ouvrent pour laisser passer le char. Bon. Quand le char arrive ici, forcément, c'est tellement étroit qu'il est obligé de passer au ralenti. Il a juste la place de se faufiler. Il est obligé de passer au ralenti. Or, ici au-dessus, vous avez des gars qui le surveillent. Et si on s'aperçoit que ce char a des intentions hostiles, quand il arrive là, on peut le bloquer facilement. Parce que là, évidemment, il est presque immobilisé. Ou en tout cas, il est immobilisable. Là, il peut aller un peu plus vite, mais il se heurte à un deuxième étranglement, où il est obligé aussi de passer au ralenti. Tant et si bien que si, malgré tout, il a réussi à franchir le premier étranglement, on peut le bloquer au deuxième étranglement. Et puis, s'il réussit à passer le deuxième étranglement, avant d'entrer directement dans la ville, il doit encore franchir un troisième étranglement, où il peut aussi être bloqué. Bon, c'est une technique qui sera reprise par Salomon beaucoup plus tard, mais les portes de Salomon, qu'on retrouve aussi à Hatzor, ont un quatrième étranglement en plus. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, ça, c'est en fonction justement aussi du char de combat. Le char de combat, tel que les Hyksos l'ont conçu, c'est un véritable, ce qu'on appellerait aujourd'hui en stratégie moderne, un système d'armes. C'est-à-dire que c'est un ensemble qui combine d'une part la mobilité, la vitesse et la puissance de feu. Ce sont les 3 exigences du char de combat. Le char de combat, c'est une plateforme mobile qui peut se déplacer extrêmement rapidement selon les besoins sur l'ensemble du champ de bataille, sur l'ensemble du front. Hein, et qui peut mettre en œuvre des armes extrêmement puissantes. Ces armes, à cette époque-là, elles sont de 2 types. D'une part, c'est l'arc, et d'autre part, c'est le javelot. Le char de combat, à cette époque-là, n'est pas utilisé comme les unités de cavalerie de l'époque napoléonienne, si vous voulez, qui chargeaient au sabre, quoi, qui arriver au corps à corps. Quoi. Là, les chars de combat n'arrivent pas au corps à corps, logiquement. Le char de combat a deux fonctions, une fonction défensive et une fonction offensive. Dans sa fonction défensive, les unités de chars sont à l'arrière du front. Et si jamais, par exemple, une partie du front est enfoncée par l'ennemi, les unités d'infanterie sont enfoncées par l'ennemi, alors les chars chargent et engagent une contre-attaque extrêmement rapide, d'où justement la nécessité qu'ils soient donc rapides et mobiles. Alors les chars de cette époque-là sont des chars très légers, on aura l'occasion de revoir, parce que les Égyptiens vont les récupérer aussi. On retrouvera ça dans l'histoire de la traversée de la mer. Ils sont tirés par 2 à 3 chevaux.
Parfois, le troisième cheval est, comment dirais-je, court non attelé, si vous voulez. Il vient pour remplacer un cheval fatigué ou un cheval qui peut être blessé dans le combat. Alors, à ce moment-là, les unités chargent, et avec des volées de flèches, si vous voulez, et ensuite des volées de javelots, font refouler l'ennemi, et colmatent la brèche, comme on disait pendant la guerre de 1940. Bon. En formation offensive, c'est l'inverse. Les unités de chars sont à l'avant de l'infanterie. Elles ont la même fonction, si vous voulez, que les unités de chars modernes dans la doctrine de Gaulle, hein, la doctrine que De Gaulle avait mise en place dans son fameux livre au fil de l'épée, qui a été reprise ensuite par les Allemands au moment de la bataille de France en 1940, le général Guderian. Ça consiste à charger à toute vitesse, hein, à balancer des volées de flèches et ensuite des volées de javelots quand on est à portée plus rapprochée donc, des lignes ennemies, pour faire une brèche dans les lignes ennemies, une brèche dans lesquelles s'engouffrent justement les unités de chars, et puis ensuite l'infanterie suit et occupe le terrain. C'est la manière dont on emploie les unités de chars. Donc voilà, si vous voulez, en gros, ce que l'on peut dire ici de cet apport des unités de chars, des Hyksos sur le plan militaire. Il est intéressant de noter qu'à Borgoskoï, dans la capitale justement de l'empire hittite, d'où venaient justement les Hyksos en Anatolie, on a trouvé justement une porte de ce type-là, presque exactement de la même manière, pratiquement intacte dans leur capitale. Ce qui prouve bien que Gadin avait vu juste quand il avait estimé qu'il s'agissait là justement de portes qui étaient prévues pour protéger l'entrée des villes des chars de combat. Bon, voilà ce qu'on peut dire ce soir. On va s'arrêter là, puis on verra la prochaine fois l'histoire des Hyksos. Pas de questions? Bien.